Donc bonjour. Eh bien le bonsoir. Donc ici François Descraques. Et Florent Dorin. Voilà, donc pour le podcast Tant attendu. qu'on nous a beaucoup demandé sur podcast Facebook. ultime. Surtout Marie. Ah Marie qui arrêtait pas de mettre des messages. Le maître. Marie Lemaître. Ouais. Ouais, Bien, bonjour à toi Marie, Voilà. à Londres. Hein. Absolument, putain, t'es bien renseigné. Bah oui, je sais, mais elle m'a invité. Ah, toi aussi? Ouais. Ah, je crois qu'elle était Ah toute merde, seule. enfoiré. Oh. Eh, Marie, c'est de la traîtrise là, ce que tu fais là. Ouais, franchement. Ouais, c'est bon, allez, arrête de. C'est fini Marie. Donc Marie, tu voulais à la base qu'on fasse un podcast sur Inception. Bah on va pas le faire du coup, voilà. Merde. Non, ça m'a vexé. Et donc, On dira pas que tu l'as vu hier. Oui, voilà, je l'ai vu hier, j'ai fini par le voir. On Alors- est allé avec les copains là. Alors avant toute chose, pareil, hein, je répète un peu à chaque fois, on fait pas un podcast, on n'est pas des journalistes, on va juste Ouais. dire notre point de vue sur le film. Voilà. On va pas essayer de définir genre, alors que veut dire ce film, quelle est sa place maintenant dans la culture cinématographique. Tu vois, on va juste dire ce qu'on a. On est bien d'accord. De toute Voilà. façon, c'est pas moi qui vais révolutionner la critique du cinéma parce que vous allez bien le voir par vous. Juste, avant de commencer, je précise qu'on mange des cacahuètes et qu'on boit du rosé. Ouais, bah pour Donc changer. voilà, pour expliquer parce que les gens nous demandaient à chaque fois, mais qu'est-ce que vous bouffez tout le temps, on entend des bruits. Et bah, ce sont pas des cacahuètes, ce sont des noix de cajou. Noix de cajou. Bah oui, absolument. parce que nous, on est du show business et on sait faire la différence entre les produits de base et les produits de luxe. Voilà. Genre. Ouais. Mais le pire, c'est que les gens ils croient après qu'on se la pète, alors qu'à chaque fois on achète le rosé le moins cher. Ah, et je tout. peux même faire du bruit de Arrête, mes non, yeux. fais pas ça. Alors j'explique. Ce bruit que vous venez d'entendre peut-être, c'est Florent qui se gratte l'œil Ouais. et c'est très flippant parce qu'on sait pas. Enfin, je sais pas J'ai un comment- excès d'air dans le globe oculaire et du coup, bah, ça fait du bruit. Excellente transition. Donc, Inception, dernier film qui a fait beaucoup de bruit. Qui a Voilà. fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Donc moi j'étais quand même assez surpris de voir avant parce que je voulais pas aller. En fait hier la séance était blindée quoi pour un mois d'août, un dimanche. Donc les salles ne désemplissent pas. Inception continue à poursuivre sa route vers les numéros 1 des charts. Bref, j'étais quand même surpris de voir pendant tout le temps où il était surpris le nombre de personnes qui le défonçaient en fait et qui disaient putain c'est de la merde. Donc forcément ça égaye la. Mais ça c'est comme curiosité. Avatar, hein. C'est à partir du moment où un film est numéro 1 des box-office et que tout le monde en parle d'abord en disant que c'est un chef-d'œuvre, t'as une seconde vague qui arrive où les gens disent vraiment mais l'opposé, disent c'est horrible, c'est nul, pour vraiment se démarquer et pas forcément avec des arguments forcément très intéressants. Ouais. Moi j'ai lu quelques mauvaises critiques des Simpsons qui étaient assez intéressantes quand même, il y a toujours des trucs à dire. Mais pour moi, la plus grande qualité du film, c'est que c'est un film dont tout le monde parle. Tout le monde a une opinion, tout le monde a une analyse, tout le monde a... Voilà quoi, c'est un film qui fait vraiment parler les gens. Et rien que pour ça, c'est une qualité. Moi, j'ai demandé évidemment à ce qu'on me spoile pas du tout le film. La seule chose, et c'est Damien, là, j'ai une petite pensée pour toi, qui m'a dit j'avais un peu le même sentiment que la première fois que j'ai vu Matrix au cinéma. Donc forcément, moi, j'étais sur le qui-vive. Je faisais des... Et donc pour toi, est-ce que c'est... ouais, c'est une très grande expérience de cinéma parce que franchement, le film il t'emmène très loin. Et puis c'est surtout que en fait, le film est extrêmement compliqué et à aucun moment tu te dis putain c'est chiant, c'est compliqué. Alors, moi ce que j'ai adoré dans le film, et c'est peut-être parce que justement, voilà, j'écris des scénarios et donc je suis attentif à ce genre de choses, c'est comment il arrive à te faire croire que tu es intelligent. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté c'est assez compliqué, mais c'est très très bien expliqué. Ouais. C'est-à-dire chaque truc est expliqué dans l'ordre. Donc toute la première partie du film, c'est que de l'explication. Moi j'ai 2 points noirs. Ouais. Pour justement lancer la critique négative, comme ça sera fait, on pourra passer à la masturbation. C'est notamment la scène avec le comte Siglieri, là, le juif, là, comment il s'appelle, le vieux, là, Alfred. Quoi? Ah, Michael Caine. Michael Caine. Le juif. Bah, ils l'ont surnommé comme ça dans le Parrain. Ouais. Tu sais, Mais non, mais dans le Parrain. Mais il joue pas dans le Parrain. Mais si, bien sûr, c'est le consiglieri. Non, c'est Robert Duval dans le Parrain. Ah ouais. Rien à voir. Oh, bad. Ah là, tu fais des références, mais. Attends, c'est pas lui? Non, c'est Robert Duval. C'est qui là, t'as dit? Michael Caine. Michael Caine, Je sais pas. il joue pas dans le Parrain. Il joue dans quoi alors?
Dans plein de films. Dans Les Dents de la Dans Mer. tous les films sur le feu parrain. Dans les Dents de la Mer 4, oui. Dans les Dents de la Mais Mer 4. attends, t'es en train de me dire que depuis... Bon, écoute, on s'en fiche. Oh merde, mais attends, je viens de m'afficher, mais sérieusement, Ah, là, mais quand même. carrément, mais heureusement, pourras, heureusement que je t'ai repris. Bah, heureusement que tu m'as repris, tu parles, t'aurais fait, mais oui, bien sûr, ce serait passé Non, comme mais une lettre à la poste. je vais couper ça, t'inquiète. Je t'assure que je vais couper cette Ouais, partie-là. bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, bref, donc c'est cette scène-là. Ah putain, mais je suis vénère. Là. C'est cette scène-là parce que là, c'est à partir de ce moment-là dans le film où je me suis dit putain, ça y est. On va dire l'action et la mise en scène est entachée par justement la volonté d'être obligé d'expliquer, tu vois. D'expliquer les trucs. Là, quand il arrive à Paris et qu'il rencontre son père et machin et tout, au bout d'un moment, là, Son tu père, commences... c'est pas son père. Hein. C'est le père de Mario Contillard. Oh putain. J'ai rien compris. Bon, bah laissez-moi rêver, quoi. Merde. Je suis un gamin, je vois ça avec mes yeux d'enfant. Alors bon, Bon, c'est ce point noir-là, tu vois, où je me dis trop d'explications. Et puis, la petite facilité scénaristique. Bon, toi, tu vas encore me contredire, espèce de petit bâtard. Mais quand ils descendent au level, je sais pas combien, là, et que Saito, il se fait tirer dessus. Et genre là, ils disent, genre, mais non, en fait, là, on peut plus faire comme... Enfin, tu sais, on peut plus faire la blague de genre, tu meurs et tu te réveilles, tu vois. Mais Ça, genre, ils t'apprennent ça à ce moment-là, comme ça. Bon, bien sûr, c'est hyper important pour la suite, mais quand tu l'apprends là, à ce moment-là, là, je me suis dit un peu genre, oh bah tiens, comme de par hasard, tu vois. non, mais ça c'est très drôle parce que justement, en fait, ce qui est génial dans ce film, c'est que c'est un peu, pour moi, ça se rapproche beaucoup de Death Note, dans le sens où c'est un film. Quand imaginons que tu chopes la deuxième moitié du film sans avoir vu le début, le film n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Et toute la force du film, c'est de t'expliquer toutes les règles que Christopher Nolan a inventées, c'est-à-dire que c'est des règles inventées, tu vois. Et après, il te les explique, et après, il joue avec ces règles. Et quand tu as compris les règles, tu es vachement investi dans le film, parce que tu dis, ah oui, bien sûr, bon, si il meurt ici, ça veut dire que le machin, le temps, il est dilaté. Donc, tous ces trucs très compliqués, il prend le temps de te les expliquer, pour après tu puisses jouer avec. Et dans Death Note, c'est la même chose. Toi, tu l'as vu une fois, ouais. Et tu peux prétendre dire que tu as... J'ai lu beaucoup d'articles. Ah d'accord. Parce que franchement, moi je trouve, dès le départ, les lignes de dialogue sont archi compliquées. Quoi. Ouais. Enfin, en plus, tu sens que, je veux dire, dans les dialogues et tout, enfin, c'est pas la maîtresse d'école, c'est-à-dire qu'il y a une vraie intensité dramatique et tout, et donc du coup, c'est pas genre, je vais vous expliquer comment ça marche. Justement, j'ai écouté une interview de Nolan et pareil, là où il est très malin, c'est qu'il savait que dans l'univers qu'il voulait développer, il y avait beaucoup d'expositions. Donc l'exposition, c'est quand tu dois expliquer les choses. Tu vois, donc expliquer les règles, expliquer pourquoi les personnages font ça, expliquer ce qu'ils doivent faire. Et en fait, là où il a été génial, c'est qu'il l'explique déjà dans le... Non, c'est parce qu'il a utilisé le genre du film les films de braquage, les films d'otages, les trucs... en anglais, on appelle ça les heist movies. Tu vois, heist movie, je sais pas comment on dit. Et en gros, c'est les films où les mecs vont faire une mission, ils vont braquer une banque, et, où tu vois, où ils exposent un plan, des quoi. films d'infiltration un peu, tu vois. Et donc il dit que dans ce genre de film, l'exposition est divertissante. Ouais. C'est-à-dire que il y a que dans ce genre de film où c'est comme dans putain merde, le truc avec Clooney et toute la bande là. Ocean Eleven, exactement. C'est le genre de film où tu prends plaisir à voir tout le plan qu'ils mettent en place et après tu prends plaisir à voir comment le plan ne marche pas. Et donc c'est pour ça que le film a cette structure de film où il y a une équipe, où il y a un plan, etc. Et donc là-dessus ça te permet que l'exposition te paraisse moins lourde en fait. Et là-dessus c'est très fort. Donc, bah, d'autant plus qu'encore une fois l'exposition elle est quand même vraiment balèze quoi. Je veux dire... C'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a l'impression que le film commence véritablement quasi à l'acte 3, là, au moment où il commence à partir... Et encore, c'est même pas l'acte... Parce que c'est... Ouais, c'est ça, c'est que le film, t'as très clairement deux parties, tu vois. T'as comment il prépare la mission. Comment ils préparent la mission, comment ils sont amenés à D'abord, t'as la première partie, c'est comment ils sont amenés à la mission, ça c'est l'acte 1. Après, t'as la deuxième partie de l'acte 2. Enfin, t'as la première partie de l'acte 2, c'est comment on les amène dans la mission. Et après, t'as la deuxième partie de l'acte 2, c'est le début de la mission. Et après l'acte 3, c'est quand vraiment c'est la grosse merde. C'est à partir de la chute de la fourgonnette. Voilà, là c'est l'acte 3. Voilà. Et totalement. Franchement, putain, mais ça, moi je trouve ça formidable, quoi. Enfin, tous ces plans sur.
Enfin, comment dire, tout l'acte, le dernier acte et toute tu sens que c'est une seule mais même scène finale qui se passe sur plusieurs niveaux et qui est toujours sous-tendue par cette fourgonnette qui chute, putain. Ouais. C'est comme un sablier renversé, tu vois, et t'as pas envie que finalement ça se finisse, tu vois. Et en même temps, t'es excité par le fait de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer quand elle va tomber et que tout le monde va se réveiller. C'est trop balèze, ça. Et là-dessus, ça, je trouve ça génial, c'est que toute la fin du film, cette espèce d'éveil spontané, où tout le monde se réveille, etc. Tout le film va vers ce moment-là. C'est-à-dire que toute la construction des personnages, des intrigues, machin, et pour que quand tu arrives à ce moment-là, tu te dises ah mais c'est génial. Ouais. Donc à la base, c'est quand même une scène avec une fourgonnette qui tombe, un ascenseur qui explose. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais il arrive à te l'expliquer et à t'y amener, tu vois. Et c'est là la force. C'est clair. Tu t'y amènes et t'y y crois. C'est-à-dire que c'est là où Nolan aussi est un très bon réalisateur, c'est qu'il est très classe. C'est-à-dire qu'il va pas te mettre des effets spéciaux qui vont rien dire. Mais voilà, exactement. Moi, c'est ça que je trouve formidable dans ce film aussi à ce niveau-là, en termes d'innovation, d'image et tout ça, quoi. C'est un peu ce truc dont je parlais de Matrix, où même si encore une fois la référence à Matrix, on peut la trouver par rapport à la question de la réalité, mais aussi par rapport à comment tu mets en scène des trucs que t'as jamais vus, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Nolan, il est génial dans le sens où, enfin, même si ça n'a rien à voir avec Batman et tout, mais ce film-là en l'occurrence. Tu vois des effets spéciaux, mais qui sont pas tape à l'œil, entre guillemets, quoi. Tu sens qu'à chaque fois, bon, déjà, c'est hyper justifié. Et en plus, je veux dire, il arrive à les insérer dans le film pour que ce soit vraiment part intégrante de l'univers, quoi. Justement, c'est marrant parce que je parlais de ce film avec Monsieur Dream. Ouais. Putain, ça y est, tu sais ce que je viens de faire là? Ça s'appelle du name dropping. Le name dropping, c'est quand tu lâches un nom comme ça, genre oui, donc je parlais avec Monsieur Dream. Ouais. Tu vois? Et je t'ai parlé de ma soirée avec Paris Hilton. Ouais, genre, sauf que moi, je connais vraiment Monsieur Dream. Bah, moi, je connais aussi vraiment Paris Hilton. Je pense que je connais mieux Paris Hilton que toi, tu connais Monsieur Dream. Tu connais pas Paris Hilton. Bah, moi, j'ai vu la chatte de Paris Hilton. Mais non, c'est Justine qui l'a vu, c'est pas toi. Ouais, mais elle me l'a raconté. Elle m'a raconté la chatte de Paris. Arrête de t'approprier les histoires des autres. Bon, enfin bref, qu'est-ce que t'as fait avec Monsieur Dream? Eh ben, je parlais avec lui et il disait que ce qu'il trouvait génial, c'était que lui, parce qu'il aime pas les Matrix et compagnie, il disait que dans Matrix, quand on va d'un univers à un autre, on est obligé de te montrer des effets spéciaux pour t'y amener et tout, alors que dans Simpson, c'est cut, tu vois, c'est genre le mec, ils sont en train de s'endormir, cut, ils se réveillent sur la plage, c'est classe, tu vois, il n'y a pas d'effet bling bling. Pour en revenir à la mise en scène, moi, je trouve un truc génial dans le film, c'est que dès le départ, le découpage, enfin en tout cas plus le montage que le découpage, comment les plans s'enchaînent pour te raconter une seule et même action. Enfin, moi en tout cas j'ai pas vu ça souvent et je trouve que déjà tout de suite ça raconte le rêve, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incohérence. Oui, totalement. Tu passes d'une scène à une autre, d'un lieu à un autre. Voilà, c'est ça, c'est que notamment quand ils sont dans le palais de Saito là ou je sais pas quoi, dès le départ tu le vois courir dans un couloir et puis le plan suivant qui est exactement dans le même rythme et dans la même intensité, tu le retrouves enfin voilà, le montage est assez entre guillemets incohérent. Il est elliptique. Voilà, très elliptique et du coup déjà ça t'embarque tout de suite dans un univers de rêve parce que toi tout de suite en tant que spectateur, en gros, enfin après c'est très inconscient mais tu te dis ok, qu'est-ce qui s'est passé là entre les deux plans, tu vois. Voilà. Donc non mais totalement là-dessus c'est alors justement le reproche que j'ai vu sur internet qui je trouve assez justifié, c'est que comment dire, en fait, Nolan s'est mis une contrainte qui est très justifiée aussi, c'est qu'il dit qu'ils sont obligés, je vérifie toujours que les niveaux fonctionnent parce que ouais, c'est bon. Putain, c'est pas top les niveaux là. c'est du podcast, mais genre. C'est bon. Fait maison quoi. Donc il faudra que je rebooste les niveaux. Voilà, donc on remet les niveaux. Désolé, c'était un problème technique. Donc, ce que je disais. Ouais, il a travaillé avec une contrainte. La contrainte qui s'est mise par rapport à son univers, c'était que il estime que dans un rêve, tout te paraît vrai. C'est que quand tu sors du rêve que tu te rends compte que c'était étrange. Bah, ils le disent dans le film. Non, ils le disent dans le film. Et à partir de là, en fait, il estime que tout doit être réaliste dans le rêve. Oui. Pour que leurs cibles, qui sont en train d'essayer de ne doivent pas se rendre compte que c'est un rêve. Donc s'il arrive des trucs vraiment bizarroïdes, il va dire mais en fait je suis en train de rêver, tu vois. Mais donc ça limite pas mal le potentiel du rêve. Ouais. Parce que justement, ça n'a rien à voir avec par exemple les films de David Lynch ou c'est pas du délire. Le Terry Gilliam où vraiment l'univers du rêve, c'est un univers basé sur l'imaginaire, basé sur le délire complet et voir jusqu'où le cerveau humain peut inventer des choses qui n'existent pas. Donc
Mais moi, je trouve ça justifié dans le sens où lui, il dit très clairement, il dit voilà, notre but, c'est de faire en sorte que la personne se rende pas compte que c'est un rêve, et donc pour cela, on est obligé de faire en sorte qu'il se passe rien de bizarre, tu vois. Ouais, mais après, c'est pareil. Si ça avait été Fantasyland, le film, ça aurait sûrement perdu vraiment totalement. beaucoup d'intérêt. Non, parce qu'au final, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est que mine de rien, ça ne parle juste que d'une. Parce que tu parlais de film de braquage, mais c'est juste un scum, quoi. C'est genre des gars qui essaient d'enculer un autre gars pendant tout le film pour avoir un code, pour des intérêts purement économiques. Enfin bref, c'est un pseudo-film de gangster où où ils mettent en place une mission pour enculer un autre mec. Et au final, ce qui est génial, c'est que ce truc-là, tu l'oublies pendant tout le film. C'est vraiment juste le prétexte. Encore une fois, qui est très romancé et tout, genre le côté l'espèce de mafieux japonais qui a des intérêts financiers de ouf et tout, tu vois. Et après, voilà, avec l'intrigue essentielle qui est DiCaprio qui veut pouvoir rentrer chez lui et tout ça. Bon, bah, moi, je trouve ça quand même génial de se dire, t'es tellement attaché à une bande de gars, et encore plus quand le type qui se fait enculer fait partie de la bande, quoi. Et comment t'arrives à en faire un groupe et à t'attacher à ce groupe-là, et comment tu veux que la mission réussisse, alors qu'à la base, c'est juste pour pouvoir... Après, il y a le petit bonus pour DiCaprio, mais c'est juste pour vouloir enculer un type, quoi. Que le mec, il est dans sa tête une idée, machin. Enfin, le film, il y a tellement de thèmes différents. Le côté, un truc qu'il aborde aussi qui est assez intéressant, c'est comment il appelle ça, putain, ce sentiment d'épiphanie dans le subconscient. Tu vois, tu peux avoir dans l'épiphanie, c'est pas un truc de récolte, ça? Quoi? Non, c'est genre c'est la révélation, tu vois, le côté révélation. Ouais. Ils essayent en fait d'expliquer que tu peux avoir un sentiment de révélation dans un rêve. Ouais. C'est-à-dire que tu peux découvrir un truc sur ta vie ou un truc sur des gens que tu aimes, etc. dans le rêve. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. C'est pas dire que le rêve, c'est juste un endroit où tu es un peu en mode pause. Tu vois, ça peut être un endroit où tu peux apprendre des choses sur toi. Ouais. Et eux, c'est assez intéressant parce qu'ils le font en le faisant croire que ça vient de lui-même. Tu vois. Et où c'est sûr que cette partie du film où ils font intervenir Monsieur Charles, là, tu vois, enfin, c'est génial, l'espèce de ok, on passe au plan B, je fais le Monsieur Charles, et putain, c'est vrai que le film est, enfin, moi c'est en ça que je reconnais le parallèle avec les films précédents de Nolan, et notamment Batman, c'est que t'as l'impression que l'action ne s'arrête jamais. Oui. Non, mais c'est Christopher Nolan. Franchement, tous ces films commencent se ressemblent dans le sens où c'est pour ça qu'il est scénariste aussi, c'est que les scènes s'enchaînent sans pause, et t'as l'impression que c'est une même idée et que le film va surtout toujours vers un truc plus important à chaque fois. Voilà, tu vas toujours vers un twist plus incroyable, des scènes d'action plus folles, et des moments plus intenses. Enfin bref, et notamment par rapport à ça. Parce que finalement, moi j'ai l'impression que, enfin je veux dire, encore une fois, la mission qui monte là pour aller dans le rêve, pour moi c'est vraiment la partie la plus importante du film. Et après finalement toute la vie de DiCaprio vient en second, tu vois. Alors que je pense que le film est pas vendu comme ça, tu vois. C'est vendu sur DiCaprio, Marion Cotillard. Mais alors, moi je trouve ça plus une intrigue parallèle, tu vois. Que tu découvres au fur et à mesure, c'est plus un prétexte. Voilà, et c'est en ça que je trouve bien aussi, dans le sens où tu vois, notamment la révélation, quand tu... Oui, mais c'est lié, ça qui est bien, c'est que c'est une parallèle, mais qui est lié. Ouais. Du coup, quand justement tu apprends les origines de pourquoi sa femme est morte, et tu sais qu'en fait c'est lié à l'idée même de Inception, tu vois, l'idée de... bah oui. Donc, parce que quand on apprend que... Ah oui, en fait, depuis le début. C'est que du spoil. Quand on apprend que c'est DiCaprio qui lui a mis cette idée dans la tête, tu vois, là tu fais genre, ah ouais d'accord, effectivement, il y a moyen qu'il s'en veuille le mec, parce que... Qui s'en veuille. Bref, on vous laissera commenter cette faute supplémentaire. De toute façon, on n'est plus à la première. Enfin, je n'en suis plus à la première. Donc là-dessus, moi, je trouve ça vachement intéressant. Alors là où forcément, ce film question, il y a un truc qu'il faut absolument dire, c'est que tout le monde... C'est pour ça que j'ai toujours peur de faire un podcast et de répéter ce que tout le monde dit sur Internet, les articles que j'ai lus et tout, les opinions de chacun. Mais c'est le truc qui fait que les gens se prennent la tête, etc., réfléchissent et font des débats, c'est la fin du film, le dernier plan. Etc. Oui, mais ça c'est ridicule. Je veux dire, moi j'ai vu la réaction des gens au dernier plan et tu te dis mais c'est ça qu'il faut faire. Oui. Tu vois. Tu donnes pas de réponse, mais en même temps on s'en fout, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste que les gens ils restent sur un comme ça, et direct les réactions, tout le monde a applaudi, tu vois. Je veux dire, tout le monde, j'exagère, mais
au moins ça suscite une réaction hyper franche, tu vois. Oui, C'est-à-dire que son film, il le coupe pas dans un happy end, dans un machin, tu vois. Non, mais c'est juste que. Et c'est comme The Dark Knight, je veux dire, le dernier plan, enfin, je sais même pas si c'est le dernier, mais quand tu vois en voix off Batman qui dit ils ont besoin d'un Dark Knight et que tu le vois courir dans une rue, tu te dis putain, mais mettez-moi le suivant, quoi, tu vois. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il arrive à terminer le film sur un suspens, tu vois, où juste après tu fais waouh, putain, mais justement, alors, le débat que les gens se posent après, c'est est-ce à la fin DiCaprio est dans un rêve ou pas un rêve, tu vois, parce que c'est la question qu'ils posent ouvertement. Non, mais évidemment. Voilà. Évidemment. Mais alors justement, c'est marrant parce que y en a qui disent ah, moi je suis sorti dans un rêve, ils disent ah non mais pas du tout parce qu'on voit la toute petite tremble, tu vois, ou non parce que les enfants ils ont grandi. Mais je suis désolé. Non mais regarde, non mais il y a plein de là-dessus. Nolan est très fort parce que justement il répond pas à la question et que il te laisse des indices, tu vois, et c'est vrai que les enfants ont grandi. Tu vois, c'est un truc qu'il explique. Ouais, mais à la rigueur, moi, perso, moi, le personnage de DiCaprio et tous les autres et toute l'histoire, j'y étais attaché. Moi, j'ai envie de croire que c'est pas un rêve. Alors attention, ok, bon, très bien, ça tombe très bien que tu fasses cette transition parce que moi, le premier truc que je me suis dit à la fin du film, je me suis dit, c'est très très bien fait parce que d'un côté, tu as vraiment cette impression d'évolution scénaristique où à la fin, il atteint son but, etc. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est évident que c'est un rêve depuis le début. Mais depuis le début, tu vois. Et j'ai quelques arguments par rapport à ça. Alors, pareil, ce que je dis, c'est pas censé être la réponse que. Bah, c'est quoi tes arguments ? Je serais curieux de les entendre parce que ça va se finir en baston, moi, je vous le dis. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, le premier truc, c'est que à un moment, tu as une scène où tu as Marion Cotillard qui, dans un flashback, dit à Leonardo. Mais comment tu sais que t'es pas dans un rêve? Parce que tout le truc est basé sur le fait que Marion Cotillard est persuadée d'être dans un rêve et que Leonardo s'en rend pas compte. Et elle lui dit mais tu te rends pas compte, t'es poursuivi par des gens qui te veulent du mal, c'est des forces un peu floues, tu vois, on sait pas qui sont ces gens. Les gens de la société qui l'emploient. Voilà, exactement. Et ça, c'est exactement ce qu'il explique que dans un rêve, t'as l'espèce de figurant, là, des projections qui te veulent du mal parce que quand t'as l'impression que le rêve est pas vrai, voilà. Donc il y a ça. Et ça, c'est justement, c'est entièrement représenté par une scène. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais cette scène est pas bien. Je me dis, mais c'est bizarre. La scène de course-poursuite. La scène de course-poursuite, je sais plus dans quelle ville. Là. Dans Rio ou je sais pas quoi. Là. Et là, je me suis dit, putain, mais cette scène est complètement gratos. Ah, surtout quand. Attends, et après, il y a un plan, non, il y a juste un plan. Voilà, t'as le mur, t'as les deux murs qui sont collés et tout. Et il passe pas. Et tu dis, ça, c'est pas normal. C'est à la fois. Alors, c'est marrant parce que c'est à la fois bizarre, mais en même temps, tu peux te dire, ça peut être possible dans ce genre de ville, tu vois. Et donc, il arrive à te faire accepter l'idée. Puis après, qu'est-ce qui se passe? T'as un mec qui sort de nulle part et t'as Saito qui départ de nulle part et qui le sauve. Et donc ça, pour toi, c'est l'argument principal? Ouais, ça c'est l'argument principal. Qui fait que je me dis, c'est vrai que pendant tout le film, il est poursuivi par des gens. Pendant tout le film, on a une vision très, fermée de l'univers dans lequel ils vivent, tu vois. Pareil, la technologie qu'ils utilisent est totalement floue, tu vois. Mais en même temps, c'est un avantage, puisque on s'en fout de savoir comment marche la machine réellement, tu vois. Enfin, d'ailleurs, je fais cette petite parenthèse sur l'utilisation de la machine et de son fonctionnement. Je sais pas si tu as remarqué, mais l'acteur qui joue le Guindou, qui fait des sortilèges pour les... Non, je raconte n'importe quoi. Il est dans Jusqu'en Enfer, et il a quasi le même rôle. Quand on le retrouve dans son échoppe de Rio de Janeiro, c'est exactement la même chose. Quoi. Le mec un peu mystique, tu vois, genre un peu cool, machin. Qui vend le poison, le truc, le somnifère. Donc il a vraiment le même rôle dans... Et ben justement, bon, voilà, excellente transition. Puisque mon deuxième argument, et ça, c'est marrant parce que je l'ai pas vu sur internet, tu vois. Donc pour une fois, je peux m'approprier un truc, je me dire, ça c'est mon idée. C'est que un truc que j'ai trouvé très bizarre dans ce film, c'est que les personnages secondaires, toute sa bande, ils n'évoluent pas. Il y a aucun personnage qui a un arc narratif, tu vois. C'est-à-dire que tous les personnages sont là pour aider le héros à un certain niveau, tu vois. Et ils font leur boulot. Et il n'y a pas un moment où personne n'a un intérêt particulier. Non, ils n'ont aucun but personnel. Et ça, c'est vrai, dans un vrai scénario, ce serait une faute, ce serait un défaut, tu vois. Mais dans ce scénario-là, ça peut être justifié dans le sens où, si on est dans la tête de DiCaprio, les gens sont là pour l'aider. Ah d'accord, donc des aventures parallèles. Donc là, je viens de me faire enculer par un scénariste, là, mais genre comme il faut, là. Mais en même temps, il y a une scène... Je trouve qu'il y a une scène qui, pour le coup, donne tort. Ouais, c'est la scène où tu as Joseph Gordon-Levitt, tu vois, d'Arthur,
qui explique à Ellen Page Ouais. comment marchent les systèmes d'escalier là, Ouais. voilà. Et à un moment il l'embrasse et tout, tu vois. Ouais. Et cette scène, elle est touchante, elle est drôle parce qu'en plus elle sort de nulle part. Oui, enfin, c'est une scène, Oui, c'est une mais- micro-scène Oui, hein, mais c'est vrai que cette scène, dans la théorie que que tu que- donnes, voilà, ouais. elle est bizarre, Ouais, elle rentre pas dans le parce Ouais. qu'on est censé croire que ces personnages Ouais. n'ont pas d'envie propre. Tu ouais, ouais. vois. Et ben c'est voilà. donc Bah, voilà. Donc, tu viens de te couper les pattes, mon Mais gars, oui, et ben mais- je mais- rebondis là-dessus pour te dire que Ellen Page, elle, son but, c'est de faire un polish suprême à mais DiCaprio. au final, police suprême, putain, mais t'es trop crade. Non mais au final, son personnage, Ellen Page, est là pour faire pour comment dire, donner la rédemption à DiCaprio, tu vois. Donc pareil, elle a un but très précis Ouais. et on sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Enfin, elle est architecte, tu vois, mais c'est très flou. C'est une tu vois. étudiante, c'est Voilà, une petite mais tu vois, étudiante. c'est- c'est une petite tout est très étudiante. flou sur ces personnages-là. Et Non, mais ouais, mais en même temps, c'est- l'avantage, la grande qualité du film, c'est que comme tous les personnages secondaires sont joués par des acteurs mais géniaux, Géniaux, ouais. et ben tu te poses pas la question parce qu'ils les interprètent tous avec beaucoup d'humanité. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, il sort d'où la grosse brute là, Tu sais- qui va chercher à Rio là? Putain, tu l'as pas reconnu. Alors là, je vais te faire, tu vas halluciner. Stater, c'est Bronson. C'est le mec qui joue dans Bronson. Non. Si. Ah ouais. Mais Stater s'appelle Tom Hardy et de chaque fois qu'il va dans un film, il a jamais la même tête, tu vois. Oh putain, ah ouais. Ouais. Oh. Ah bah oui, non, j'ai pas reconnu. Non. Tu vois. Et je continue ma série découverte là. Qui est Joseph Gordon-Levitt? On l'a Joseph vu dans- Gordon-Levitt. Putain, alors. On l'a vu dans quoi lui? Bah, écoute. Non mais je fais le niais de service, évidemment, je sais, mais c'est pour. Non, Parce que je sais pas. c'est un de mes acteurs préférés, on va dire, depuis quelques années. Moi, ça me rassure en tout cas parce que je sais pas si vous avez remarqué, il a des petits défauts d'oreille. Donc pour ceux qui ont suivi un peu, je me dis que je pourrais peut-être m'en sortir un jour. Et ben, tu l'as découvert la première fois dans la série Troisième planète étoile soleil. Ah, c'est le gamin. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Sauf Voilà. qu'à l'époque, il avait les cheveux longs. Voilà. Il avait 10 ans, 15 même Ouais. peut-être. Et après, Ah, il est stylé. Hein, et il a après, la il a classe, joué hein. dans plein de films que j'ai trop kiffé, notamment Brick et Ah, je crois que The tu m'as- Knockout. Deux films que je t'ai dit à chaque fois, faut Ouais. que tu les regardes, Ouais. je les ai mis et je les ai pas filés. Et alors, du coup, excellente transition, mon cher camarade, puisque tu m'avais dit, tu vas voir Joseph Gordon-Levitt, il a la meilleure scène du film. Oh. Et effectivement, cette scène dépote. On parle bien de l'anti-gravity 0500, où le mec il se tape des phases à empaqueter des gars endormis pour les mettre dans un ascenseur. Enfin bref, c'est absolument génial. Et moi-même qui suis quand même un minimum, je dis bien un minimum éveillé sur le sujet du cinéma et de l'art qu'est le cinéma, je me suis dit quand même, mais Comment ils ont fait ça? comment ils ont fait ça quoi. Et plus que la scène du couloir, après la scène dans la cage d'ascenseur. Ouais, Parce ouais. qu'autant je me suis dit à la rigueur réussir à faire en sorte qu'un couloir, tu vois, ou je sais Tourne, pas quoi, ouais. mais la cage d'ascenseur entière comme ça, enfin en tout cas moi je trouve que ça marche très très bien visuellement et je me suis vraiment dit comment ils ont pu faire ça. Alors je me tourne vers toi. Alors attends, moi je sais juste. Est-ce que t'as tout une ce idée Tout ce que je sais, c'est que la scène de quand le truc tourne, ils l'ont fait vraiment comme tu pourrais. Enfin, ils ont fait un décor, ils l'ont mis Ouais. sur une grande roue et ils l'ont fait tourner. Je suis d'accord. Mais après, quand c'est en apesanteur, Ouais. je sais pas. Je sais juste qu'ils ont fait en sorte à marquer que Ellen Page a les cheveux très attachés derrière elle. Oui, ouais. En chignon, tu vois. Mm. Ça, c'est jamais un hasard. Mm. C'est le mec des effets spéciaux qui a dit à Christopher Nolan: ouais, alors, ça éviterait de plomber le budget de $1 million de plus. Pour la si- post-prod. voilà, si pour on mettait lui ses remettre cheveux les attachés. cheveux. Voilà, parce que sinon, ça voudrait dire que les cheveux Ouais. devraient voler et Ouais. tout, tu vois. Donc, ça, c'est tout ce que je sais. Après, comment ils l'ont fait, à mon avis, c'est un système de. Voilà, ils ont mis des câbles et tout. Enfin, Ah ouais, c'est plus un système de câble que ouais, vraiment c'est- de. ouais, non, ils ont pas fait le de système de simulateur. Apollo 13 où Ouais. ils ont pris un avion pour Ouais. aller en hauteur, pour après faire une chute libre, pour Ouais. simuler la pesanteur. Je pense pas qu'ils ont fait ça pour ce film-là. Ouais. Je pense pas. Parce que moi j'ai vraiment trouvé ça bluffant quoi. Et c'est vrai que, encore une fois, par rapport au fait qu'on dise qu'il est classe, le père Nolan, c'est que à aucun moment la scène elle devient. C'est-à-dire que t'as envie qu'elle dure plus longtemps. Mm. Et à aucun moment tu te dis. Enfin, ça tombe dans le travers de Matrix 3 ou. Alors justement, pour moi, le vrai défaut du film, c'est que au-delà, à part cette scène d'action, les scènes d'action, on va dire un peu plus standards, sont pas très intéressantes, sont c'est pas vrai très que innovantes. C'est archi Et, classique. et ce qui fait que quand ils vont dans le troisième niveau, tu dis putain, ça va Ouais. être encore plus ouf. Ils vont dans un décor, c'est de la Mm. neige, il y a une Mm. forteresse. C'est très cliché et il se passe rien d'intéressant vraiment, Mm. tu vois.
Et c'est vraiment bon. Alors après, tu peux moi, justifier ça, je trouve que c'est intéressant juste quand tu le mets, comment dire, quand tu le lis par rapport aux autres niveaux, quoi. Tu vois. C'est vrai qu'en soi, ça devient du James Bond, quoi. Oui, Ça mais devient même du Pierce Brosnan, sauf quoi. que dans James Bond, les actions sont toujours un peu plus spectaculaires. Là, c'est vraiment. T'as l'impression qu'ils se sont dit bon, bah, on est obligé de faire ça, on va faire ça. Ils s'en foutaient, tu vois. Le mec, très clairement, c'est pas Christopher Nolan, il s'en fout de faire des courses-poursuites dans la neige. Et donc, c'est lui ça, j'ai trouvé. Enfin, la dommage. scène d'avalanche, quand même, est quand même stylée. Enfin, je veux dire, ça, c'est avant qu'ils arrivent dans le bunker et que ça devienne ce que je considère comme du James Bond. Mais ce que je veux dire, c'est mais du James Bond Pierce Brosnan. Ce que je veux dire, c'est que t'es tout le temps en haleine quand même. Je veux dire, non, mais totalement. T'as tout le temps envie de faire en sorte qu'ils y arrivent, et à chaque fois que tu vois un truc leur arriver dans la gueule, tu fais oh putain, ils vont s'en prendre plein la gueule. Totalement. Et c'est là où le film devient intéressant après dans la partie des limbes, où vraiment là tu as le côté un peu onirique. Vraiment là, t'es dans un monde onirique, t'es dans un monde qui est pas du tout réaliste et où il y a des effets spéciaux et tout. Et que je trouve assez intéressant aussi. Donc voilà. Alors après, il y a une vidéo que je te conseille de regarder, que peut-être je te montrerai après. C'est une vidéo de collagehumour.com qui font des vidéos humoristiques. Qui ça? Collage Humour, c'est des mecs qui font des parodies. Et College Humour. ouais, et ils ont fait une vidéo qui défonce Inception, mais vraiment, genre ils le détruisent, mais de A à Z, tu vois. Mais tout ce qu'ils disent est très intéressant, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils pointent du doigt les vrais défauts du film et les vrais défauts que les gens, on va dire, défendent sans s'en rendre compte. Et cette vidéo est vachement intéressante. Elle est pas super drôle cette vidéo, mais elle est quand même intéressante sur ce qu'ils disent. Bon. Le pire, c'est que c'est un film qui forcément si on analyse toute la logique du truc, mais dans tous les films, tous les films qui paraissent intelligents, où les gens disent putain, ça film c'est un chef-d'œuvre et tout, les gens ils vont analyser le truc, ils vont dire mais c'est débile. Et dans tous les films, il y a des incohérences. Mais ça, il faut que les gens se rendent compte, c'est que le talent, ça c'est moi qui essaie de le défendre parce que forcément je galère avec le futur. Mais j'essaie de devancer ta pensée, tu me dis si c'est ça. Le talent d'un bon cinéaste ou d'un bon réalisateur, c'est de faire en sorte que, je synthétise, mais que les défauts se voient pas. Exactement, c'est vraiment ça, c'est c'est de faire en sorte que le spectateur suive le film et soit attaché aux qualités et aux trucs qui pensent être cohérents, sans s'attacher parce que dans tous les films, tu peux t'arrêter et dire alors attendez. Pourquoi ça machin? Pourquoi ça marche pas? Surtout dans les films de science-fiction, dans les films où la réalité est un peu inventée, voilà. Donc dans tous ces films-là, il y a toujours un univers qui est jamais cohérent à 100%. Et c'est totalement paradoxal que les gens à qui ce genre de film est destiné, à savoir les geeks finalement, les gens qui aiment bien se prendre la tête, sont les premiers qui vont essayer de démanteler le truc et dire ça ne marche pas, tu vois. Et moi aussi, je suis le premier à essayer d'analyser le truc et à me dire si au final ça fonctionne ou pas, tu vois. Et là, j'en reviens vraiment au... C'est marrant parce que je reparle toujours finalement la fin de Lost, tu vois. C'est un truc où les Uber geeks, ils l'ont défoncé parce qu'ils disaient non, mais c'est débile, voilà, etc. Je suis très déçu parce qu'on m'a pas expliqué tous les trucs que je voulais qu'on m'apprenne, tu vois. Et c'est vrai que dans un truc comme dans Lost, mais comme dans Inception, t'as des trucs où tu réfléchis 2 secondes et tu fais ah non mais ça c'est un peu débile, tu vois. Après, voilà, est-ce que un film ou n'importe quelle œuvre, une histoire est censé être juste une suite logique d'événements logiques où tous les points se rejoignent et à la fin tu dis oui d'accord c'est cohérent, ou est-ce que c'est une aventure, un truc où tu es investi émotionnellement, où tu veux que les personnages, tu vois. Moi perso je suis un spectateur un peu niais, déjà parce que je sais pas, j'ai une culture de film qui est plus de la série B, tu vois, du divertissement on va dire, tu vois. Je suis pas aussi noche pour me prendre la tronche, tu vois. Et si moi j'ai toujours dit un truc et je suis pas le seul à le dire et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais si t'es attaché aux personnages et à ce qui leur arrive, le reste tu t'en bats les couilles, quoi. Quand Indiana Jones tombe d'un char d'une falaise dans le 3, que tout le monde regarde en bas en pensant qu'il est mort, et puis après tu vois Indiana Jones qui regrimpe la falaise et qui se met derrière... Enfin, cette scène est totalement incohérente, tu vois, mais d'un point de vue émotionnel, c'est tellement à la fois triste, drôle, comique, enfin il y a tout ce qui se passe en même temps, et
Et c'est ça qui est génial, ça c'est du cinéma. C'est-à-dire que l'important c'est pas de te dire comment il a fait pour sauter du truc. Non mais bien sûr, sinon dans ce cas-là, tu vas pas voir le film. Non. Je veux dire, ça s'appelle Inception, tu sais qu'ils vont dans le monde des rêves, enfin tu le sais, tu le devines avec la bande-annonce, ils en parlent, bref, peu importe. Dans ce cas-là, tu vas pas voir le film, c'est ridicule. Oui, mais voilà. Donc, si t'es attaché à juste... ou alors tu regardes du cinéma français. Voilà, où pour le coup il n'y a pas d'incohérence. Parce qu'il se puisque- passe rien. Je veux dire, quand Michel va boire un café en bas du coin et après Lui qui va s'est voir... fait tromper par Jeannette. Voilà, et que du là, coup- moi c'est très logique ce qui arrive. Voilà. La logique est parfaite. Par un instant, je suis en train de me dire c'est bizarre. Je dis non, ça arrive. C'est juste inintéressant à mourir. Voilà, c'est clair. Donc nous préférons Christopher Nolan et ses gros délires à la fois de scénariste et de metteur en scène. C'est comme ça c'est quand même ça qui est génial quand même chez ce réalisateur, c'est qu'il arrive à réaliser des films toujours très singuliers. Enfin, moi, le premier que j'ai vu, c'était Memento, et franchement, oui, c'était pareil, déjà... C'était déjà, une grosse claque. Quoi. Ouais. Mais même à cette époque-là, je me rappelle, c'est le genre de... Non, bah, c'est le genre de... C'était pas son premier film, son deuxième film, mais... T'as envie de le voir 25 fois pour essayer de savoir si ça se tient ou pas. Quoi. Oui, mais c'est surtout que c'est le genre de film qui... Tu te dis, ce mec ne fera jamais mieux après, tu vois. Tu te dis, oh putain, il a trop géré, il a fait son chef-d'œuvre. Et en fait, le mec, à partir de là, il s'est fait une carrière de taré, tu vois. Et c'est là où c'est incroyable. Donc, justement, pour en revenir à sa carrière, toi, ton film préféré de Christopher Nolan, c'est Le Prestige. C'est Le Prestige, ouais. Ah, c'est vraiment parce... Alors, peut-être parce que l'univers me parle encore plus, la constitution, le côté magicien. Il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans Inception, le côté histoire dans l'histoire, le truc qui s'imbrique, etc. Mais je trouve que c'est un film, enfin pour moi c'est un film parfait, quoi. C'est-à-dire que vraiment, peut-être qu'il n'est pas parfait à 100% parce que beaucoup de gens, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens, ce qui m'énerve c'est les gens qui se croient intelligents parce qu'ils vont dire j'ai deviné la fin, tu vois. Et ça me casse les couilles parce que, et alors, tu vois, en quoi, dans les films, le fait de deviner la fin, ça veut pas forcément dire que tu vas t'ennuyer ou que la fin n'a pas d'importance, tu vois. C'est-à-dire que et donc les gens qui pensent avoir compris la fin avant la fin et qui disent putain mais c'était trop bidon parce que j'avais compris la fin. T'as vu comment je suis plus fort que le scénariste, il croit m'avoir son histoire. Et un film comme Le Prestige, tu peux deviner la fin, mais t'as tellement de niveau de compréhension, tellement de trucs à comment dire, à apprécier, que juste le fait de deviner, sans spoiler pour Le Prestige, attention, le fait de deviner que oui il y a une histoire de frères jumeaux etc et tout, je suis désolé mais c'est que 10% du film, tu vois. Je veux dire, t'as tellement d'autres trucs dans le film intéressants que le fait de dire j'ai compris qu'il avait un frère jumeau, mais moi aussi je l'avais capté depuis le premier plan où tu vois ce personnage bizarre qui a une fausse moustache et que tu vois jamais en gros plan et tout, tu te dis il y a un truc qui est pas logique, tu vois. Et donc tu te dis, et comme tu sais que dans le monde de la magie, la seule façon de faire croire qu'un mec est à deux endroits différents c'est d'avoir un frère jumeau. Sachant qu'ils te mettent en plus cette idée de double en tête avec l'idée de l'autre double, le sosie, etc. Donc tu peux le deviner facilement, tu vois. Mais pour moi, la force du film, la vraie force du film, et pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est que c'est un film où pendant tout le film, ils arrivent le vrai twist du film pour moi, c'est qu'ils arrivent à te faire croire que Hugh Jackman, c'est le personnage principal, c'est le gentil, et que Christian Bale, c'est son ennemi, c'est son rival, c'est le méchant. Et au dernier moment, vu que les histoires sont imbriquées, chaque personnage a autant d'importance que l'autre. Au dernier moment, tu te rends compte que non, tu vois, que depuis le début du film, le vrai gentil, la vraie victime, c'est Christian Bale, et le vrai enfoiré, qui est prêt à tout, c'est Hugh Jackman. Et là-dessus, c'est génial parce que ça c'est le genre de truc où justement, je trouve, c'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer dans les films et qu'on retrouve très rarement, à la limite dans les séries et encore, c'est cette idée de protagoniste antagoniste. Dans 99% des films, tu sais très bien qui est le personnage principal et qui est le gentil et qui est le méchant, tu vois. Mais moi, j'ai toujours eu cette envie de dire que le gentil, il est gentil dans sa tête, et le méchant, il est gentil dans sa tête, tu vois. Et donc, ils ont autant de valeur l'un que l'autre, et le fait que chacun ait autant de valeur fait que le film a vraiment beaucoup d'intérêt, parce que le méchant n'est pas un méchant gratos, qui est juste un fou furieux, tu vois. C'est que chacun suit une logique qui lui paraît très logique, et tu peux même t'attacher au méchant et te dire putain j'aimerais bien qu'il réussisse, tu vois. Et un des seuls films qui a réussi à faire ça, c'est pour moi c'est Le Prestige, tu vois, où il te montre vraiment d'un point de vue égal. Alors peut-être il y a aussi Hit de Michael Mann où t'as Robert De Niro, Al Pacino et chacun défend son truc, etc. Tu vois, mais dans Le Prestige c'est très bien fait parce que tu peux pas savoir à ce dernier moment
tu as raison, tu vois. Ouais. C'est que au dernier moment, tu dis d'accord, ok, je vois qu'il a raison et je vois qu'il aurait pas dû faire ça. En tout cas, il sait bien faire ses castings. À part la petite erreur de Katie Holmes, qui n'est bonne qu'à faire son petit sourire en coin là, Ah, mais c'est sa vrai petite que mimique. personne l'a. C'est marrant parce que quand Dark Knight est sorti et que quand même, Ouais. il y a eu quand même un truc majeur qui a changé, c'est Ouais. que t'as un personnage qui a été changé d'acteur, tu vois. Ouais. Et personne n'en a parlé. C'était un peu Ouais. du style. Ah bon? Et je me Ouais. rappelle, Anaïs m'avait dit, il y avait Katie Holmes dans le premier. Non Je mais fais, ouais, bah, il était- autant Maggie Gyllenhaal, qui est une excellente actrice au demeurant, n'est pas particulièrement sexy, on peut pas Ah dire non, mais qu'elle soit justement. une beauté, mais en tout cas, elle est crédible. elle est beaucoup plus crédible que Katie Holmes. Putain, Katie Holmes, la scène où Je suis avocate. ah, ouais, Oui, t'as bien envie, sûr, de, oui. t'as envie de lui mettre des coups. Quoi. Donc ça oui, il sait faire ses castings, le père. Père Nolan. Bah, en même temps, tout le monde veut tourner avec lui maintenant. Mais Et, tu et m'étonnes. je trouve ça génial qu'il arrive à prendre des acteurs pas forcément les plus connus, tu vois. Ouais. Que ce soit Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, qui a d'autres dans le film qui est vachement bien. Bah, Cillian Murphy, tu vois, pareil. C'est marrant parce que le mec il essaie d'arnaquer. Oui. Ah oui, bah ouais, qui était dans Batman Begins, Et qui dans faisait Scarecrow. Et dans 20 jours plus tard. Ouais. Bah pareil, tu vois, il arrive à avoir des acteurs qui sont pas forcément. D'ailleurs, il a pris un coup de vieux, lui. Hein, moi j'ai Ah ouais l'impression. Ah ouais, je trouve que notamment dans Batman Begins, putain, il était trop beau gosse et tout, tu vois, mystérieux machin. Là, bon, c'est peut-être son personnage aussi, mais j'ai l'impression qu'il, Il est plus tu sais, marqué. il est plus marqué de la gueule, il est moins angélique. Ah bah, moi, cet acteur, je le trouve génial. C'est un acteur parce que c'est marrant parce qu'il y a un film qui n'est pas un bon film, mais qui est très intéressant juste pour lui, c'est Red Eye. Et dans Red Eye, voilà, pareil, spoiler pour Red Eye. Pendant la première heure du film, le mec, c'est une sorte de comédie romantique où le mec est genre, mais trop le mec que toutes les filles aimeraient, Ouais. tu vois. Et donc le mec, il parle avec une meuf et la meuf est trop genre, oh putain, mais ce mec-là, qui sait, il est trop mystérieux et il est trop angélique, quoi, trop Ouais. mec parfait. Et après, à la moitié du film, tu te rends compte qu'en fait, c'est un piège et qu'en fait, c'est une sorte de tueur à gages qui l'oblige à faire des trucs. Et après, il devient mais trop flippant, quoi. Ouais. Et cet acteur, il a un visage qui permet ça. Bah là, je trouve qu'en tout cas dans ce film-là, par rapport à moi, ce dont je l'avais vu ailleurs, je trouve qu'il a un rôle. Il est assez touchant. Ouais. Ouais, parce Il que est c'est une très victime, touchant. c'est vraiment une victime, Ouais. voilà, pour le coup. Et ça, c'est très bien vu, parce que dans Batman Begins, il est vraiment, mais par Ouais. un instant, Ouais, c'est clair, une once de sympathie pour lui, Ouais. quoi, c'est clair. Donc voilà, donc des très bons comédiens, un très bon film. Ouais. Voilà, donc Christopher Nolan, Inception, voilà, quand il arrive, que vous aimez, que vous aimez pas, vous pouvez pas dire qu'il y a rien à dire, quoi. Non, il n'y a pas rien à dire. La preuve, on a fait combien là? On a fait, ah oui, non, mais putain, 28 minutes, mais 20 bon, plus, l'autre par rapport à la coupure. Putain, très bon les gars, on est bon là. On Ouais. est très bon là. Donc bon, on espère qu'on nous a pas trop saoulé avec Avec tout ça. avec ça. Hein. Dans la série spoiler, Bobby c'est le tueur dans Scream. Dans The Village, en fait, ils vont dans un fast-food. Et Quoi dans le fast-food? non, mais je sais pas, on n'a pas arrêté de faire de spoiler, donc je me dis tant qu'à faire. Ah oui, et Bruce Willis, en fait, c'est. Il est mort, ouais. Mais... ah bon? Ah bon? Je crois que c'était son père, moi. Mais non, mais pas du tout, c'est pas son frère jumeau. D'accord. Les mecs qui confondent les spoilers, tu vois. C'est clair. Bon bah voilà, je pense que On a a fait dit, le tour, on a hein. dit pas mal de trucs plus ou moins intéressants, comme à chaque fois, mais bon. Voilà, on essaye, hein. Là, c'était un petit moment de vie, Voilà. au coin du feu, hein, au coin de l'apéro. Bon, on va voir si Anaïs a fini Final Fantasy 13. Tu crois là en 1 heure qu'elle va avoir Non, je pense pas. non. Genre sinon elle fait les codes. Ah bah elle a pas intérêt, ouais. Il faut qu'elle finisse le jeu correctement. Hein. Ouais. Il y a pas de code en plus. Ce hein. sera l'objet d'un podcast, c'est ça? Final Fantasy 13. Ouais. Ouais, j'aimerais bien en parler parce qu'il y a plein de trucs à dire sur ce jeu. Hein. Mais Moi toi, j'aime beaucoup la. Toi, tu as jamais Comment écouté, elle- t'as joué Mais de si, j'ai Vanilla. joué 40 minutes là, ça m'a saoulé. Enfin, Vanille, t'aimes bien Vanille. Vanille, j'aime bien Vanille. Voilà, ceux qui ont joué au jeu comprendront, mais direct. Putain, mais comme elle est bonne. Quand on va aller sous l'antenne. Comme elle est trop bonne. Bon allez. Bon bah salut les amis. Ouais, à Pelus, les nanes. Ciao, ciao, ciao.